Les enfants ne sont pas à l'abri des dérives que je dénonce dans les établissements dits tranquilles. C'est faux et c'est cela dont les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que voilà, à partir du moment où ils ont réussi à éviter à leur enfant le collège de ghetto, disons, leur enfant est tranquille et va recevoir une instruction satisfaisante. Ça, c'est pas vrai. Notre système scolaire produit une jeunesse, on le voit en ce moment avec l'actualité récente et les émeutes qui ont lieu. Ce niveau de violence, il est possible parce qu'on a des jeunes qui sont habitués, qui ont appris l'impunité à l'école en fait. L'éducation nationale, c'est une école de l'impunité. On leur apprend cette culture de la victimisation où rien n'est jamais de leur faute. Il n'y a jamais de sanctions qui tombent pour leur faire comprendre que voilà, ils ont fauté et toute la société s'en ressent. Et en plus, avec le défaut d'instruction, le défaut de culture, on est en train de produire des masses de jeunes qui ne connaissent que la violence comme mode d'expression. C'est extrêmement inquiétant pour notre société tout entière. Bonjour Eve Wagerland. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes agrégé et docteur en lettres modernes, professeur de français depuis une dizaine d'années et vous avez enseigné dans plusieurs collèges et lycées de la région parisienne. Vous êtes l'auteur d'un essai intitulé « Un prof ne devrait pas dire ça, chose vue et chose tue dans l'éducation nationale », publié aux éditions L'Artilleur il y a quelques semaines. Dans ce livre, vous décrivez les principaux problèmes qui minent le système scolaire français à travers de nombreuses anecdotes tirées à la fois de votre expérience personnelle et parfois aussi de celle de vos collègues. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez décidé d'écrire ce livre et de lever le voile sur le quotidien d'un professeur de l'éducation nationale? Alors j'ai vraiment écrit le livre sous le coup d'une impulsion, à un moment un peu de transition de ma carrière. En fait, j'ai repassé dans ma tête tout ce que j'avais vécu et ça m'a paru vraiment important d'en témoigner parce que j'en parlais régulièrement avec des gens autour de moi et je m'apercevais qu'ils étaient extrêmement surpris. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une majorité de gens encore en France qui ne se rendent pas compte de la manière dont les choses se passent dans l'éducation nationale. C'est vraiment un livre à destination des familles, en fait, des parents que j'ai fait le plus accessible possible. C'est pas un livre théorique comme ceux qui ont été faits précédemment sur l'éducation nationale. C'est vraiment du vécu, du quotidien, ce qui se passe dans les salles de classe, dans la salle des profs, ce qui se dit. Voilà. Et normalement, c'est un livre facile à lire, un peu pour tout le monde. On n'est pas dans un discours théorique général trop compliqué. Voilà. C'était un peu le but pour essayer de faire prendre conscience à un maximum de gens de ce qui se passe voilà, dans l'école où ils laissent leurs enfants, leurs petits-enfants. Oui, parce que vous insistez sur le fait que les problèmes que vous décrivez concernent un très grand nombre d'établissements. Dans quelle mesure est-il possible d'échapper à ces dérives? Est-ce que les parents qui estiment que leurs enfants sont à l'abri font preuve d'une certaine naïveté? Oui, tout à fait. C'est pour ça aussi que j'ai écrit le livre, c'était pour insister sur ce point, parce que j'ai un parcours voilà, qui n'est pas spécialement dans les zones d'éducation prioritaire qu'on appelle aujourd'hui les REP principalement, réseau d'éducation prioritaire. J'ai un parcours, bon voilà, j'ai enseigné dans quelques établissements difficiles, ce qui arrive normalement en début de carrière pour à peu près tous les enseignants, mais j'ai vraiment enseigné aussi dans des établissements parfois très tranquilles, très représentatifs des établissements où la classe moyenne laisse vraiment massivement ses enfants. Donc, et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve exactement le même type de problème d'un établissement à l'autre. Évidemment, c'est toujours plus accentué dans le réseau d'éducation prioritaire, mais en fait, il y a un continuum. C'est le même type de problème, simplement qui va s'accentuer dans certains types d'établissements. Donc non, les enfants ne sont pas à l'abri des dérives que je dénonce dans les établissements dits tranquilles. C'est faux et c'est cela dont les gens ne se rendent pas compte. Ils ont l'impression que voilà, à partir du moment où ils ont réussi à éviter à leur enfant le collège de ghetto, disons, leur enfant est tranquille et va recevoir une instruction satisfaisante. Ça, c'est pas vrai. Donc finalement, les établissements qui sont vraiment préservés sont réservés vraiment à quelques privilégiés aujourd'hui. Oui, vraiment, on a encore des élites qui arrivent à se reproduire dans quelques établissements très sélectifs qui sont rares.
Donc ça, c'est certain. C'est pour ça aussi, je pense, le fait que nos élites soient encore à l'abri fait qu'ils ne réagissent pas beaucoup au problème général du système scolaire. On peut toujours trouver des refuges, mais quand on appartient à une certaine élite, il ne faut pas croire, voilà, quand on est quelqu'un de normal de la classe moyenne, à moins d'avoir un enfant aussi brillantissime qui va pouvoir intégrer certains types d'établissements, on ne pourra pas trouver de réels refuges pour son enfant. Ces refuges sont vraiment rares. Ils vont être aussi de plus en plus coûteux, je pense, parce qu'on va les trouver de moins en moins. Alors, ils sont pratiquement inexistants désormais dans le public. On va aussi les trouver de moins en moins, je pense, dans le privé sous contrat. Et ensuite, alors s'il faut se réfugier dans du privé hors contrat, là, ça va être quand même très discriminant socialement, je pense. Et moi, je trouve ça profondément injuste parce que je défends voilà, la méritocratie, l'exigence, la sélection, certes, mais je pense que tout le monde a droit à une instruction satisfaisante. J'ai vraiment ce... Voilà, c'est une exigence pour moi qui est essentielle. La France, dans le passé, a su assurer ça à la nation. On a besoin d'un peuple qui est très largement instruit. C'est pas vrai qu'on peut s'en sortir avec simplement une toute petite élite de gens instruits et cultivés qui vont faire tourner le pays pendant que les autres voilà, partent à la dérive. On a besoin d'une instruction de masse de qualité, même si ensuite il faut aussi admettre que tout le monde ne peut pas aller jusqu'au bac, jusqu'à la licence. Il faut aussi réorienter les enfants qui ont envie de faire autre chose tout simplement, ou qui n'ont pas le niveau pour suivre des études généralistes. Ça, il faut être capable de l'admettre. Mais ensuite, l'instruction de base, notamment celle du primaire, elle doit être donnée avec la même qualité à tout le monde. C'est une exigence qu'on ne doit pas abandonner. Alors, vous consacrez plusieurs pages au pédagogisme et à ses ravages dans votre livre. Vous écrivez que le pédagogisme est selon vous la première cause de l'ignorance crasse qui se répand de plus en plus dans les classes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le pédagogisme, les grands principes sur lesquels il repose, et son rôle dans le délitement de l'école et la baisse de l'instruction? Alors le grand principe fondamental du pédagogisme, c'est que c'est l'élève qui construit son propre savoir, et que le prof n'est là que comme une sorte d'animateur qui encadre la découverte du savoir par les élèves. Donc on comprend très bien en fait que c'est un abandon de la transmission, et à partir de là on voit très bien pourquoi les élèves ne savent plus rien. À partir de ce grand principe, on invente tout un tas de pédagogies alternatives, dites modernes, mais qui en réalité sévissent depuis les années 80. Jacqueline de Romilly a dénoncé le pédagogisme déjà dans les années 80. Ça a été dénoncé ensuite par des gens comme Michéa, comme Brigelli. Ça fait des années qu'on dit que ça ne marche pas, mais on continue. C'est-à-dire que les formateurs dans les instituts de formation des professeurs continuent de prôner ce type de pédagogie. Les inspecteurs très régulièrement mettent la pression sur les professeurs pour qu'ils adaptent les fameuses pédagogies dites modernes. Donc par exemple, je raconte dans le livre, ça donne par exemple des équipes entières dans certaines matières qui décident de disposer leurs salles en îlots, ce qu'on appelle des îlots, c'est-à-dire que les élèves sont par groupe tout simplement, mais au lieu que ce soit une activité de groupe ponctuelle ou occasionnelle, ils sont constamment en fait mis par groupe. Donc le professeur n'est plus face à sa classe, en fait, dans une attitude qui est jugée austère, frontale, etc. Les élèves sont mis en groupe, ils discutent entre eux, le prof circule au milieu de tout ça. Et donc, il y a encore des collègues aujourd'hui, quand ils se mettent à faire cours comme ça, ils ont l'impression d'innover, de faire quelque chose de neuf. Alors que, encore une fois, on a commencé ça dans les années 70 aux États-Unis, dans les années 80 en France. Et depuis, le système n'a fait que s'écrouler, le niveau des élèves n'a fait que s'écrouler. Mais jamais on ne se remet en question. Et c'est toujours le même problème avec le progressisme aussi, c'est que il y a ce raisonnement, quand il ne fonctionne pas, c'est qu'on n'avait pas été assez loin dans le progressisme. C'est qu'on n'a pas été au bout de la démarche. Donc il faut toujours aller plus loin dans ce sens-là. Sur beaucoup de sujets, en fait, on retrouve ce raisonnement. Donc voilà, on fait ces bêtises et en plus on va de plus en plus loin là-dedans alors que ça ne marche pas. On a eu le problème avec la méthode de lecture à l'école primaire, puisque, et ça s'inscrit tout à fait dans le mouvement pédagogiste, on a adopté la méthode de lecture dite globale, où au lieu d'apprendre le fonctionnement syllabique, ce qu'on appelle le B-A-BA, c'est-à-dire on additionne les lettres et on prononce.
Le principe de la méthode globale, c'était de mettre un mot sous une image et d'apprendre à le lire en un seul coup, sans apprendre à le décortiquer. Immédiatement, dès qu'on a pratiqué ça, le niveau de lecture des élèves s'est effondré à une vitesse vertigineuse. Et ce qui est terrible dans ce genre de cas, c'est qu'on voit que le système n'admet jamais qu'il y a eu une erreur et qu'il faut revenir en arrière. Parce que ce serait du passéisme, ce serait rétrograde. Donc, à ce moment-là, on invente une méthode semi-globale qui mélange la méthode syllabique, alphabétique et la méthode globale, qui a continué de faire des ravages régulièrement et qui continue aujourd'hui, puisque malgré le fait que Jean-Michel Blanquer a interdit cette méthode semi-globale il y a quelques années, sous son mandat, des instituteurs continuent de la pratiquer, par habitude, par inertie, et on a maintenant plus de 25% d'élèves qui entrent en 6e sans savoir lire. Donc ça, c'est caractéristique du fonctionnement de l'éducation nationale, ce genre de folie. Vous précisez effectivement que le degré d'imprégnation de l'idéologie pédagogiste est différent selon les matières, hein, que certaines sont plus touchées que d'autres. Notamment, vous citez l'exemple de l'histoire-géographie et des langues vivantes. Quels sont les effets néfastes finalement du pédagogisme sur ces deux matières et quelles conséquences pour les élèves? Alors, c'est deux matières qui sont effectivement au cœur de l'échec pédagogiste selon moi. L'histoire-géographie, on a refusé en fait un enseignement chronologique basé sur les grands événements, les grands hommes, ce qu'on connaissait autrefois, c'est-à-dire un prof qui faisait un cours magistral. Alors ça, le cours magistral, c'est la bête noire des pédagogistes, hein. Il faut toujours que les élèves soient en activité par eux-mêmes. On a refusé cet enseignement raconté de l'histoire en fait qui était passionnant, hein. Quand on s'en souvient, quand on a eu droit à ça, moi j'ai eu droit à ça quelques fois dans ma jeunesse, à des profs qui pendant 1 heure nous racontaient l'histoire et je me souviens, c'est comme ça qu'on aimait ça, c'est comme ça qu'on apprenait. J'ai connu l'autre méthode aussi, c'est-à-dire on était mis en activité sur des documents par groupe et voilà, on bavardait, on perdait notre temps pendant toute l'heure, on apprenait pratiquement rien. Donc il y a à la fois cette vision de l'histoire qui vient de l'université, c'est-à-dire l'idée qu'il faut dépasser la chronologie des événements et rentrer dans une histoire sociale, etc. Ce qui fait qu'ils n'apprennent plus du tout les événements, que par exemple tout le 19e siècle n'est vu que du point de vue de l'industrialisation et de la colonisation, tout le 19e siècle avec le nombre d'événements qu'il y a en France. Du coup, les élèves ne connaissent pas la Restauration, ils ne connaissent pas les révolutions de 1830, 1848, ils ne connaissent pas le Second Empire. C'est tout ça qu'on balaye pour seulement étudier l'industrialisation, la colonisation. Donc là, il y a aussi l'idéologie qui joue une grande part, hein, avec un peu la culture de la repentance. Donc voilà. Comme ça, on ne transmet plus l'histoire. Et alors, pour les langues vivantes, c'est terrible aussi, parce que là, le pédagogisme a décrété que les élèves devant apprendre par eux-mêmes, il fallait qu'ils soient en immersion dans le cours de langue. Donc, un peu comme quand vous êtes à l'étranger, vous apprenez la langue comme ça, en pratiquant. Sauf que quand vous êtes à l'étranger, c'est 24 heures sur 24. Et puis, on sait très bien, en fait, que même si on peut apprendre une langue facilement comme ça, pour ensuite maîtriser l'écrit, il va falloir apprendre du vocabulaire et faire de la grammaire. Mais là, donc, à raison de 2 ou 3 heures par semaine, on s'imagine qu'on va y parvenir. Donc, le professeur est censé ne parler que dans la langue qu'il enseigne, la langue étrangère, avec des élèves qui ne comprennent rien. Techniquement, les consignes ne sont données que dans cette langue. Donc ça veut dire, par exemple, moi, parfois, je fais de l'aide aux devoirs avec les élèves. Ils ont un exercice à faire. Donc déjà, ils n'ont pas le niveau pour faire l'exercice. Mais de toute façon, ils ne comprennent pas la consigne. Elle est marquée en anglais, en allemand, ce que vous voulez. Et théoriquement, on n'est pas censé leur traduire. Donc vous imaginez le délire. L'enfant est là face à son exercice, avec une consigne qu'il ne peut même pas comprendre. Voilà. Alors, les collègues de langue sont obligés de biaiser tout le temps. Il y en a qui distribuent des fiches de vocabulaire à apprendre, ce qui était interdit. On n'est pas censé leur faire apprendre du vocabulaire par cœur. Il y en a qui font quand même des petits points de grammaire et des exercices de grammaire en classe, ce qui n'est pas censé non plus se faire exactement normalement. Donc voilà. Et le résultat des cours, c'est qu'on est un des pires pays en matière d'apprentissage des langues étrangères. Le niveau des élèves en anglais est catastrophique. En allemand, l'allemand c'est tellement exigeant sur le plan de la grammaire. Si vous ne faites pas de la grammaire de manière très sérieuse, c'est impossible d'apprendre quelque chose. Donc voilà.
Et alors vous dites aussi que loin d'aider les enfants issus des milieux modestes, qui était un des objectifs avancés par les pédagogistes, finalement, le pédagogisme a au contraire pénalisé ces enfants en renforçant les inégalités et en détruisant l'ascenseur social qui permettait aux bons élèves d'accéder à de hautes études et de s'élever socialement. Alors ça, c'est effectivement, on pourrait faire une liste de paradoxes comme ça dans l'éducation nationale. Elle produit systématiquement le contraire de ce qu'elle prétend créer. Donc pour le pédagogisme, on remarque que effectivement toutes les méthodes nouvelles ont été créées au nom des élèves de milieux sociaux défavorisés en difficulté. Encore aujourd'hui, on nous dit ces élèves ne sont pas capables, ils n'ont pas le niveau de concentration pour suivre un cours magistral, c'est pour eux qu'il faut faire les méthodes alternatives. Et nous, ce qu'on observe systématiquement dans les classes, c'est que les seuls élèves qui s'en sortent quand ils sont mis en recherche, en autonomie, en activité, c'est ceux des milieux sociaux les plus favorisés, parce que les autres ont besoin d'être beaucoup encadrés. Donc voilà, c'est fait pour les enfants défavorisés, c'est à leur détriment encore plus. D'ailleurs, la méthode globale dont je vous parlais tout à l'heure, la méthode d'apprentissage de la lecture, c'était aussi à destination des enfants de milieux sociaux défavorisés, et ce sont eux qui évidemment en ont le plus payé le prix au niveau de l'affaissement du niveau de lecture. Ça a été frappant immédiatement. Donc tout est comme ça, on produit le contraire de ce qu'on prétend créer. Tout le pédagogisme veut des élèves extrêmement autonomes, or ils n'ont jamais été aussi peu autonomes. On a maintenant des élèves qui sont incapables de produire une minute de travail en autonomie parce qu'ils ne comprennent même pas une consigne simple. Hein, j'ai très régulièrement des élèves qui ne sont pas capables, bon, moi j'enseigne le français, vous donnez une consigne comme relever les adjectifs dans ce texte. Dans toutes les classes de collège où on fait de la grammaire, il va y avoir un certain nombre d'élèves qui ne comprennent pas cette consigne. Donc, pour vous dire à quel point ils sont autonomes, il va falloir aller leur expliquer, c'est le verbe relever dont ils ne comprennent pas les implications ici. Il va falloir aller leur expliquer qu'il faut trouver les adjectifs dans le texte et les marquer dans son cahier. C'est ça que ça veut dire, relever les adjectifs. Donc voilà ce qu'on a produit en matière d'autonomie des élèves. Donc voilà, c'est vraiment ce paradoxe terrible. Voilà, c'est la même chose pour la mixité sociale. Hein. On prétend tout faire au nom de la mixité sociale, de la diversité, du mélange. Et on a le système le plus inégalitaire socialement. Toutes les enquêtes PISA montrent que là où la France est notée le plus bas, c'est au niveau des inégalités sociales. C'est-à-dire que voilà, on fait tout soi-disant pour les milieux défavorisés, et on a le système le plus inégalitaire, pratiquement, je crois, un des pires de l'OCDE, en matière de pure reproduction des inégalités sociales. Il n'y a que les enfants de milieux favorisés, les enfants de l'élite qui s'en sortent. Et vous dites aussi que le pédagogisme fabrique des individus alors, dépendants, mais aussi complètement dociles idéologiquement. En quoi est-ce qu'il contribue finalement à former des individus qui sont malléables? Eh bien, je pense que quand on renonce à la transmission du savoir, l'idéologie prend rapidement toute la place. Et c'est ce qu'on observe dans l'éducation nationale, en fait. Plus on renonce à donner vraiment des savoirs, des choses concrètes aux élèves, plus on voit l'idéologie tout envahir, parce que l'idéologie, ça n'est pas exigeant. C'est facile de transmettre ça par pure imprégnation, alors que les savoirs sont exigeants, ils demandent un effort, ils demandent une sélection. Le fait, par contre, d'avaler tout le politiquement correct de l'époque ne réclame aucun effort, au contraire, il n'y a qu'à se laisser aller. Donc c'est ce qui se passe avec une éducation nationale qui met de plus en plus l'accent sur le parascolaire. D'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de l'éducation nationale, au lieu de se dire on va remettre du contenu d'enseignement dans les heures de cours, c'est toujours pour proposer du parascolaire en fait, des formations à ceci, des sensibilisations à cela. Sur la thématique du harcèlement, c'est classique. On a des élèves complètement brutaux qui s'agressent et s'insultent les uns les autres. Moi, je pense que c'est justement parce que l'instruction n'est plus assez au cœur du système qu'il faudrait la remettre au centre.
Parce que s'ils étaient plus instruits, si on développait leur sensibilité et leur intelligence, je pense qu'il y aurait nettement moins de harcèlement, d'incompréhension vis-à-vis de ce qui est différent, etc. Et non, ce que décide le ministre, c'est d'ajouter encore des heures de sensibilisation au harcèlement. Alors j'y ai assisté, je peux vous garantir que ça n'est pas en expliquant aux élèves qu'il ne faut pas être méchant qu'on va y arriver, hein. C'est complètement grotesque, hein. J'ai assisté à des heures de formation sur le harcèlement scolaire. Donc vous voyez les élèves écouter l'intervenante, ils sont tous bien d'accord sur le fait qu'ah oui, il ne faut pas s'insulter, il ne faut pas s'agresser. Puis là, l'intervenante les met en groupe de discussion sur un sujet lié au harcèlement. Au bout de 2 minutes, ils sont déjà en train de s'insulter les uns les autres. J'ai une collègue qui m'a raconté qu'à l'issue d'une formation de lutte contre l'homophobie, elle avait entendu des élèves en discuter et il y en avait un qui avait demandé à un autre « mais c'est quoi l'homophobie ?» Et le camarade de répondre « c'est quand t'aimes pas les PD ». Donc on sent qu'il avait tout compris à l'intervention en fait. Et ça c'est typique, voilà, c'est ce qu'on produit en fait, ça ne sert à rien. Ils seront toujours aussi intolérants à tout ce qui est différent d'eux à partir du moment où voilà, ils sont complètement enfermés dans une bulle, dans un milieu et qui n'ont pas l'esprit ouvert à quoi que ce soit. Et ça c'est la culture qu'il faut leur transmettre, c'est pas faire des interventions sur le harcèlement. Oui, parce que vous soulignez bien qu'il y a un paradoxe, effectivement, où les élèves sont imprégnés de bons sentiments, mais effectivement, cette bien-pensance, entre guillemets, cette tolérance n'est pas suivie d'effet dans leur comportement. Oui, tout à fait. Et je pense que voilà, c'est vraiment ce manque d'instruction et de culture. Le refus de transmission de la culture, le fait qu'on a des élèves voilà, de plus en plus frustres, qui n'ont pas de sensibilité qui est développée, le fait que même à l'école, en fait, on les entretient dans moi, ce que je considère comme la sous-culture dans laquelle ils sont la plupart du temps, avec une école qui met tout le temps l'accent sur le street art, sur le rap. Quand il y a des projets culturels, c'est toujours autour de choses comme ça, on les maintient sous prétexte d'aller vers eux. On les maintient dans ce qu'ils connaissent déjà, alors que l'école est là pour leur apporter autre chose. Pour les ouvrir. Et non, on les maintient dans cet enfermement culturel, dans une culture qui, selon moi, est vecteur d'agressivité, voire de haine. Et alors, sur ce sujet, effectivement, des ingérences idéologiques, alors vous parlez aussi de la politique d'inclusion qui est encouragée par l'éducation nationale, et vous dites qu'elle favorise le développement d'une culture de l'excuse et de la victimisation parmi les élèves, voire aussi parmi les parents, puisque certains en profitent pour dédouaner leur enfant finalement de toute responsabilité face à leurs difficultés scolaires. Pourquoi cette politique d'inclusion favorise le développement de la victimisation et de la culture de l'excuse ? Alors là, il y a 2 types de publics qui sont concernés dans l'éducation nationale. Vous avez les parents, classe moyenne, française, qui sont tellement habitués à ce qu'on n'exige rien de leur enfant et qui les ont élevés un peu dans l'éducation positive, vous savez, où on n'exige rien, on ne sanctionne pas. Donc ça fait des ravages. Nous, on les récupère à l'école et on est prié de respecter des diagnostics d'hyperactivité, de HPI, alors ça c'est haut potentiel intellectuel, donc le niveau baisse mais ils sont tous haut potentiel intellectuel. Voilà, donc des diagnostics qui pullulent désormais. Et on nous demande de nous d'adapter notre enseignement à ça. Donc par exemple, un enfant qui a été étiqueté hyperactif, il ne va pas falloir qu'on le dispute ou qu'on le sanctionne s'il s'agite en classe, s'il se comporte mal. Donc là, on la voit bien, la culture de l'excuse et de la victimisation. On a ça dans le cas aussi des dyslexiques, dysorthographiques. Il y en a tellement, il y a une telle liste parce qu'il y a dysgraphique, dyspraxique. On en a des séries comme ça. Dans l'éducation nationale, on a fini par les appeler les 10. Histoire de résumer un peu le problème. Donc chaque enfant a sa spécificité qui doit être prise en compte. Et donc par exemple dans le cas d'un dyslexique ou d'un dysorthographique, en français je ne suis pas censée sanctionner l'orthographe. Je ne vois pas en quelle mesure ça leur rend service en fait. Parce que le résultat des courses, c'est qu'on ne leur demande pas, oui ils auraient peut-être un effort supplémentaire à faire, mais justement, en ne le réclamant pas, on les laisse avec leurs fautes et toute leur vie, ils écriront, ils ne sauront pas écrire en fait.
C'est la même chose avec les dysgraphiques. Ceux qui ont une écriture illisible, on les autorise à prendre un ordinateur en classe. Donc ils ne pourront jamais écrire correctement à la main. Pour moi, c'est vraiment terrible, on ne leur rend pas service, on les excuse et un jour la réalité va leur sauter à la figure quand ils seront dans le monde du travail, dans la vraie vie et ça va être, je pense, potentiellement assez violent pour eux. Je pense qu'il faut transmettre cette culture de l'effort. Alors même si on a un handicap, je pense que c'est plus intéressant d'essayer de le surmonter que de l'excuser entièrement, sans compter le fait que maintenant, il y a quand même différents ouvrages qui sont sortis sur le sujet. La pédopsychiatre Caroline Goldman en parle aussi à propos des HPI. Il y a quand même un petit doute sur pas mal de ces diagnostics qui sont établis par des orthophonistes, sachant que pour chaque diagnostic, ça leur fait quand même un client supplémentaire, hein, il faut en être conscient. Là, quand on voit le nombre maintenant d'enfants estampillés dyslexiques, ça devient quand même assez extraordinaire, sachant que normalement seul un neurologue peut détecter une dyslexie, puisque c'est une lésion au cerveau. Et qu'on finit par se demander si ça n'est pas une sorte de médicalisation des carences éducatives. Donc éducation positive à la maison et puis éducation nationale qui ne parvient plus à apprendre à lire et à écrire tout simplement aux enfants. Donc ensuite on médicalise ça et ça permet au système aussi de se dédouaner. C'est pas la faute de l'éducation nationale, c'est les enfants qui sont dyslexiques. Donc ça c'est un gros problème. Et ensuite du côté des familles issues de l'immigration, là on n'a pas du tout ce même profil puisqu'au contraire on a des parents qui vont refuser souvent d'admettre un handicap réel. Ça m'est arrivé, je le raconte dans le livre. Donc là, on est dans des cultures où le handicap est conçu quand même largement comme une tare et où il va être nié. Donc il n'y a pas encore cet effet d'aubaine qui est utilisé par ailleurs par la classe moyenne française. Par contre, la victimisation et la culture de l'excuse, on la voit tout le temps. Dans le sens où quand ces enfants issus de l'immigration posent des problèmes de discipline et qu'on voit les parents en rendez-vous, qui sont convoqués par la direction, alors l'accusation de racisme tombe systématiquement quasiment. C'est devenu pratiquement une habitude. Les chefs d'établissement, s'ils essaient d'organiser un conseil de discipline, peuvent être accusés de racisme très facilement par ce type de parents. Oui, parce que je crois que vous expliquez même que maintenant vous avez parfois une certaine appréhension lorsque des parents vous demandent un rendez-vous, parce que vous craignez justement d'être accusé de racisme ou d'islamophobie. Oui, c'est normal, étant donné qu'il y a eu l'affaire Samuel Paty, je ne vois pas comment on peut être très rassuré dans certains rendez-vous avec les parents d'élèves. À partir du moment en plus où ils vous accusent effectivement de racisme ou d'islamophobie, ce qui a été quand même le point de départ dans l'affaire Samuel Paty, on sait très bien aujourd'hui que l'accusation d'islamophobie peut être une sorte de condamnation pour la personne qui en est accusée, enfin en tout cas équivaut pratiquement à une menace physique. Donc moi j'ai raconté dans le livre qu'il y a certains rendez-vous que j'ai esquivés parce que je n'avais pas envie de me retrouver en tête-à-tête avec un parent agressif, menaçant. Pour rester un petit peu sur ce sujet des ingérences idéologiques que vous avez évoquées, vous expliquez que pour vous, il y a quelques domaines dans lesquels elles se manifestent très fortement, notamment l'écologie, l'immigration, le féminisme et l'idéologie LGBT. Alors, comment ces ingérences se manifestent-elles concrètement et puis quel est leur degré d'imprégnation sur les élèves? Alors, ça se manifeste de manière très diverse. Si on prend le féminisme par exemple, là ça peut venir d'un peu partout, ça peut venir d'élèves, de collègues, d'interventions extrascolaires. Moi j'étudie le français, j'ai déjà une collègue qui m'a proposé d'utiliser un manuel uniquement avec des textes écrits par des femmes dedans. Alors que la plupart des grands auteurs du passé sont masculins, c'est un fait, on peut le regretter, le déplorer, mais voilà, personnellement je ne vois pas l'intérêt d'étudier Anna de Noailles plutôt qu'Apollinaire.
Il me semble qu'il y a quand même des priorités parce que, encore une fois, les enfants de l'élite, eux, ils auront étudié Apollinaire, enfin ils sauront qui c'est, ils connaîtront le pont Mirabeau. Donc moi, si je fais Anna de Noailles avec mes élèves qui en plus n'ont pas une famille qui peut leur transmettre cette culture-là, ils en seront exclus définitivement. Donc ça, c'est un problème, par exemple avec le féminisme. Vous avez des interventions extrascolaires. Là, je pense il serait urgent d'y mettre un terme définitif à toutes les interventions qui sont faites par des associations. Parce que en fait, ce sont des associations de militants d'extrême gauche, hein, il ne faut pas se mentir, quasiment tout le temps. Donc, par exemple, intervention d'un groupe féministe sur la manière dont les filles sont ostracisées pendant leurs règles en France. Donc tout est présenté en écriture inclusive alors que c'est théoriquement interdit. Hein. Jean-Michel Blanquer a fait en sorte que ce soit interdit dans l'éducation nationale, mais on voit quand même cette écriture se répandre hein, dans les mails professionnels entre collègues et donc là dans une intervention extérieure. Et l'intervenante d'expliquer donc son problème concernant les règles aux élèves en n'utilisant jamais le mot femme à propos des personnes ayant leurs règles. Pourquoi ? Parce qu'elle préférait dire personne ayant un utérus, parce qu'il y a aussi les hommes trans qui ont leurs règles. Et elle explique ça devant un parterre de gamins de 12 ans. Donc voilà quand même le genre de choses auxquelles on est confronté. Hein. Ça c'est bien réel. Donc ça c'était pour le féminisme. On voit à travers ça qu'il y a aussi la théorie du genre hein, qui se répand. Ça paraît tout à fait normal que sur des tracts distribués par l'Éducation nationale, il y ait le drapeau LGBT. On fait comme si c'était un emblème de ralliement pour tous, alors que, je suis désolée, en fait on fait systématiquement comme si le fait de refuser le drapeau LGBT c'était de l'homophobie, de la haine des homosexuels. En réalité, ce drapeau symbolise maintenant bien plus que la défense des droits des homosexuels. Il symbolise tout un arsenal idéologique qui comprend la théorie du genre, la négation du féminin, du masculin. Donc moi, ça me pose un problème que ce drapeau soit exhibé dans les établissements scolaires. Vous avez des affichages, j'ai déjà vu dans un établissement scolaire le lexique trans être affiché dans le hall d'entrée. Donc tout le lexique expliquant les termes de genre justement et expliquant à propos du genre, ce n'est pas parce qu'on est de sexe masculin qu'on est un homme. Donc ça affiché dans un hall d'établissement, dans un établissement scolaire. On distribue aux élèves des formulaires à remplir où on leur demande s'ils sont garçons, filles ou autres, comme s'il y avait une autre alternative. Alors c'était très mignon parce que j'ai vu des élèves de 5e devoir remplir un tel formulaire et une petite main s'était levée pour me dire mais c'est quoi autre? Et donc les élèves sont déboussolés hein, évidemment face à ça, c'est assez terrible. Qu'est-ce qui distribue ce genre de formulaire? Là aussi, on est sur des associations extérieures ou ça... Là, c'était une association extérieure. Mais j'ai des collègues qui m'ont dit qu'ils avaient déjà vu des documents de ce type émaner de l'Éducation nationale elle-même. Je pense que c'est tout à fait possible, dans les documents de rentrée notamment. Alors, après, dans ce que vous disiez aussi, c'est qu'il y a une tolérance du chef d'établissement quand on affiche par exemple ce règlement trans dans les couloirs. Bah oui, c'est-à-dire qu'en fait, celui qui a mis ça, je ne sais pas qui c'est, il avait certainement une intention derrière la tête. Mais personne ne vient le retirer, personne ne vient s'en scandaliser en fait. Donc 3/4 des gens passent devant sans y faire attention, les élèves y compris, tant mieux. Mais il est quand même là et moi ça me pose un problème. Or, je sais qu'à l'issue de certaines interventions extérieures, j'ai été signalée au chef d'établissement la chose et on m'a répondu que ces associations de toute façon avaient l'agrément du ministère de l'Éducation nationale. C'est vrai. Donc les chefs d'établissement sont entièrement couverts lorsqu'ils font intervenir ce genre de personnes, par le ministre. Vous évoquez aussi sur cette question du genre à l'école la circulaire Blanquer qui a été publiée fin septembre 2021 et qui donne notamment la consigne au personnel éducatif de garantir les conditions d'une transition sociale choisie par un mineur. Et dans votre livre, vous écrivez que, paradoxalement, après avoir nié l'existence de la théorie du genre il y a quelques années, l'Éducation nationale en fait maintenant la promotion sans aucun complexe. Vous ajoutez que l'école se fait ainsi indirectement la complice de démarches de changement de sexe chez les mineurs. Alors, est-ce que cette théorie du genre trouve une traduction concrète dans les ressources
pédagogiques qui sont mises à disposition des élèves ou dans les enseignements qui sont dispensés par les professeurs directement? Alors, je voudrais juste revenir d'abord sur effectivement la négation dans un premier temps de la théorie du genre, puisque quand il y avait eu les ABCD de l'égalité à l'époque du ministère de Najat Vallaud-Belkacem, certains parents avaient réagi en disant on est en train d'introduire la théorie du genre à l'école, et la ministre avait réagi, souvenez-vous, en disant il n'y a pas de théorie du genre, ça n'existe pas. Donc c'était un complot de l'extrême droite certainement. Donc ça c'est un truc du progressisme mais qui est systématique, c'est de nier leurs propres intentions avant de nous les imposer et ensuite de nous mettre devant le fait accompli. Bah maintenant c'est comme ça en fait. Donc on a nié l'existence de la théorie du genre, le temps de l'imposer, et maintenant qu'elle est là, qu'elle est partout, vous voyez c'est comme ça. On ne parle plus de transsexuel, on parle de transgenre. On ne reviendra pas en arrière là-dessus, c'est fait. Donc la circulaire Blanquer, elle a un peu entériné ça dans l'éducation nationale, puisqu'elle nous oblige, nous les enseignants, à accepter un changement de prénom, par exemple en cours d'année, pour un enfant qui change de sexe. Alors c'est avec l'accord des parents, c'est important de le rappeler, mais il y a quand même un flou énorme dans cette circulaire, à savoir que si les deux parents ne sont pas d'accord, on ne sait pas ce qui se passe. Donc s'il y a par exemple un des deux parents qui est contre la transition de son enfant, que se passe-t-il? Ça n'est pas vraiment prévu par la circulaire, sachant qu'il est quand même précisé aussi dans cette circulaire que si l'enfant veut faire sa transition mais que les parents ne sont pas d'accord, l'équipe éducative doit essayer de promouvoir ce changement, elle doit essayer en gros de faire pression sur la famille pour qu'elle accepte. Comme si c'était notre rôle de faire pression là-dessus. Et ensuite, donc, vous avez une Stécie dans votre classe qui peut devenir un Alexandre en cours d'année. Et on l'appelait elle, il va falloir l'appeler il. Si vous ne respectez pas ça, maintenant, ça peut être l'objet de poursuites judiciaires. Mais sachant que ce qui est très pernicieux, c'est que très souvent, en fait, l'éducation nationale anticipe par démagogie envers l'enfant, c'est-à-dire qu'on a très souvent vu ce qu'on appelle l'équipe éducative, c'est-à-dire le conseiller d'éducation, le CPE, certains profs commençaient à pratiquer le nouveau prénom, le nouveau pronom, avant que l'accord des parents ait été donné. Et là, c'est pareil, ensuite il y a cette politique du fait accompli. Ça exerce aussi une pression sur les parents. Moi, j'ai beaucoup vu ça. Il y a beaucoup de collègues qui estiment que si un enfant en a le désir, il faut respecter, il ne faut pas le rendre malheureux en utilisant un pronom ou un prénom différent de celui qu'il souhaite. Donc ça, oui, c'est une forme de démagogie qui est assez répandue. Et qui est avec des conséquences terribles, parce que je l'explique aussi dans le livre. Le problème, c'est qu'à cause de ça, l'éducation nationale cautionne des démarches de transition de genre qui ont par ailleurs des conséquences beaucoup plus lourdes, puisqu'il y a une médicalisation de ça, avec des enfants extrêmement jeunes qui prennent des bloqueurs de puberté. Ça se prend forcément jeune, puisque le but est de bloquer la puberté. Des filles qui vont prendre de la testostérone avec des dommages irrémédiables. Les filles qui ont pris pendant longtemps de la testostérone ont une voix plus grave, elles ont une pilosité faciale développée et ça, on ne revient pas en arrière là-dessus en fait. Donc c'est ça en fait qu'on fait à nos enfants. Quand on veut être sympa en utilisant le prénom qu'ils ont envie d'avoir. Est-ce qu'on trouve une traduction aussi de cette théorie du genre dans des enseignements, par exemple en sciences et vie de la Terre, en SVT? Oui, ça arrive. On a vu des manuels qui s'appuyaient sur cette théorie du genre. J'en mentionne un dans le livre qui est plein de documents sur des enfants qui font une transition de genre, qui mentionne le fameux film Tomboy où c'est une petite fille qui veut être un petit garçon, je crois. Enfin, je me souviens plus exactement. Un film qui a fait polémique parce qu'il est régulièrement passé dans les classes et il y a quand même des gens qui ont commencé à s'indigner. Bien sûr, il y a une traduction dans certains enseignements. Oui. Alors, vous évoquez aussi l'éducation à la sexualité dans votre livre. Alors, le ministre de l'Éducation nationale a récemment déclaré qu'elle faisait partie de ses priorités. Soulignant qu'il avait saisi d'ailleurs le Conseil supérieur des programmes pour qu'il élabore une proposition précisant les thèmes et les notions qui devront être abordés à l'école.
Qu'est-ce que vous pensez de ces annonces? Est-ce que l'éducation à la sexualité est effectivement une priorité ou est-ce que c'est plutôt une prérogative qui devrait être dévolue aux familles? Alors déjà, ça montre bien le sens des priorités de notre ministre, je trouve, parce que quand on voit la violence qui se répand dans les établissements scolaires, la chute vertigineuse du niveau, on a un ministre qui arrive en début de mandat en nous expliquant qu'il va faire de l'éducation à la sexualité sa priorité. Donc déjà, ça me paraît en décalage total avec la réalité et les besoins du terrain. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cet accent qui est constamment mis sur du parascolaire, en fait, tout ce qui est autour, qui empiète sur les cours, hein, parce que dès qu'on fait de l'éducation à la scolarité, on prend sur 1 heure de cours. Sachant qu'à côté de ça, on a l'obsession de faire remplacer toutes les heures perdues, mais voilà, ça n'empêche pas de faire des myriades d'interventions qui empiètent sur les heures de cours et qui sont totalement inutiles, voire pernicieuses. Parce que quand on parle d'éducation à la sexualité, il faut être très méfiant. Par exemple, l'intervention des féministes sur les règles dont je vous parlais tout à l'heure, c'est dans le cadre de l'éducation à la sexualité. C'est ça aussi maintenant. Quand on vous parle d'éducation à la sexualité, il s'agit de faire intervenir des militants de l'extrême gauche qui vont répandre la théorie du genre dans les classes, systématiquement. Donc moi je pense que s'il y a besoin de faire une éducation à la sexualité, elle peut très bien être faite par l'infirmière scolaire et les professeurs d'SVT, avec quelque chose de technique, voilà. Moi-même j'ai connu ce qui s'est fait pendant des années, c'est-à-dire les interventions du planning familial. On sait très bien que le planning familial n'est pas non plus neutre idéologiquement, hein, puisqu'il nous a expliqué qu'un homme pouvait être enceint, etc. Donc ce sont eux aussi qui viennent devant les classes faire l'éducation à la sexualité, et je trouve ça anormal. En plus, ils véhiculent une vision de la sexualité comme purement contractuelle, complètement détachée des sentiments, etc. Moi, je trouve ça très, très pernicieux. Et ensuite, je pense aussi qu'il y a un âge pour tout et que, en fait, sous prétexte qu'il va y avoir des filles qui tombent enceintes à 12 ans, on vient expliquer des choses aux enfants. Pour moi, ça n'est pas de leur âge et je pense qu'ils ont droit à une part d'innocence. Et que s'il y a des filles qui tombent enceintes à 12 ans, c'est la responsabilité des familles, des parents. Il y a aussi une part qui est de la responsabilité des familles. L'éducation nationale ne peut pas tout prendre en charge à la place des parents. Il y a des choses que les parents doivent expliquer à leurs enfants, voilà. Et ensuite, on peut faire une éducation à la sexualité dans les établissements scolaires, quelque chose d'assez scientifique et technique, je pense vers la 3e. Mais avant ou dès le primaire, comme on veut le faire, moi je ne suis pas d'accord. Par exemple, mon enfant, je ne voudrais pas qu'il suive ce genre de choses. Je n'ai pas envie qu'on explique à ma fille de 11 ans comment on met un préservatif. Je ne suis pas d'accord. Vous abordez aussi la question de la laïcité dans votre livre et vous revenez notamment sur le contenu des formations dispensées aux professeurs après l'attentat perpétré contre Samuel Paty. Une initiative que vous qualifiez de scandale, ajoutant que l'éducation nationale se déshonore en se livrant à ce genre de mascarade. Courant juin, Pape Ndiaye a réaffirmé que l'éducation nationale était mobilisée contre les atteintes à la laïcité et se refusait à mettre la poussière sous le tapis. Alors, en quoi ces formations dispensées après l'attentat contre Samuel Paty sont-elles inadaptées selon vous? Et est-ce que les enseignants sont finalement condamnés à s'auto-censurer pour éviter d'être menacés? Oui, pour l'instant, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on va finir par avoir de plus en plus d'attitudes qu'on pourrait qualifier de lâches, mais en même temps qu'on peut bien comprendre. Hein. Par exemple, les établissements qui n'ont pas envie d'être nommés Samuel Paty, c'est consternant, mais en même temps, moi je comprends que les parents ou les gens qui travaillent dans ces établissements, sachant les carences de l'État, sachant le fait qu'on n'est pas protégé, voilà, il ne faut pas non plus être suicidaire, hein, donc voilà. Pour les formations à la laïcité, déjà la simple idée de formation à la laïcité, pour moi, c'est une erreur. Parce que le problème, ce n'est pas de former les enseignants à la laïcité. On sait tous très bien ce qui est permis ou pas. Il faut arrêter. En plus, c'est d'un mépris et c'est extrêmement condescendant vis-à-vis du corps enseignant. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans l'éducation nationale, on dit les profs ne sont pas assez formés. Pour les problèmes de discipline, pour les problèmes
d'enseignement en classe, on nous dit qu'on n'a pas encore trouvé la bonne pédagogie merveilleuse qui va accrocher les élèves. Donc c'est extrêmement condescendant. Donc là, on a un collègue qui se fait décapiter dans la rue et on dit aux enseignants, voilà, le problème c'est que vous n'êtes pas formés à la laïcité. Enfin, déjà, je trouve ça extrêmement choquant. Le problème n'est pas de nous former. Encore une fois, on sait très bien qu'une fille n'a pas le droit d'entrer avec son voile sur la tête dans un établissement. Voilà. Le problème, c'est, comme toujours, de sanctionner les atteintes à la laïcité. Comme il n'y a aucune espèce de sanction, que quand un professeur est menacé, traité d'islamophobe et menacé par des parents, c'est lui qui est déplacé. Ce n'est pas l'enfant qui change d'établissement et je ne sais pas ce qu'il y a comme poursuite judiciaire sur les parents, mais à mon avis, pas grand-chose. Voilà, c'est ça le problème. Tant qu'on ne sanctionne pas fermement ces atteintes à la laïcité, vous pourrez faire toutes les formations du monde, ça ne va strictement rien changer. Et en plus, le problème, c'est qu'à l'intérieur même de ces formations, dans celles qui m'ont été rapportées et que je raconte dans le livre, il y avait une espèce de lâcheté, de refus de stigmatiser, donc un désir de la part des formateurs de faire comme si toutes les religions posaient problème à part égale. En faisant comme si le problème dans l'éducation nationale, c'était les petites filles qui viennent avec une croix en classe. Qu'est-ce qu'on fait? Panique. Voilà, sachant que ça n'a rien à voir avec un voile, puisque la petite fille qui porte une croix, vous allez lui dire tranquillement de la retirer. Il y a fort peu de chances que vous ayez des menaces de mort consécutivement à cela. Tandis que rien que l'année dernière, à Paris, on a eu une CPE et une enseignante menacée de mort pour avoir demandé à une fille de retirer son voile. Donc quand même, ça ne se situe pas du tout sur le même terrain. Voilà, à l'heure actuelle, les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, ce sont des sonneries de téléphone portable en classe avec des prières islamiques. Hein, donc vous entendez, je le raconte dans une anecdote, vous entendez l'appel à la prière résonner dans votre classe quand même. Hein. Des filles qui flirtent avec la limite en portant des bandeaux sur les cheveux toujours plus larges, ce qui fait que de face, hein, elles ont l'air voilées. Des élèves qui, pendant notamment la période du Ramadan, contrôlent les autres sur ce qu'ils mangent, ce qu'ils ne mangent pas. Des élèves pendant la période de Noël qui contrôlent aussi ceux qui vont fêter Noël, parmi les Maghrébins, sous-entendu qu'ils ne devraient pas participer du tout à cette fête. Voilà, c'est ça la réalité. C'est pas... Et ça, ce sont des comportements que vous observez ou vos collègues observent? Oui, tout ça, c'est que des exemples que j'ai connus personnellement. Et qui arrivent régulièrement ou qui sont finalement des exceptions? Non, c'est quand même assez régulier. Puis ça se répand. On sent qu'il y a une pression, particulièrement cette année. L'année passée, on a senti qu'il y avait une offensive. On a beaucoup parlé là, des abayas, etc. On a senti qu'au niveau des tenues, il y avait une sorte d'inventivité en fait pour tricher. Voilà. Alors vous évoquez aussi la banalisation de la violence physique et verbale en milieu scolaire. Vous soulignez que beaucoup d'élèves n'interagissent désormais qu'à travers les coups et l'insulte. Hein. Des violences dont vous dites qu'elles ne sont d'ailleurs absolument plus perçues comme telles par les élèves. Est-ce qu'il y a un lien entre cette violence et la baisse du niveau d'instruction des enfants selon vous? Dans quelle mesure cette baisse de l'instruction favorise justement la banalisation et l'expansion des comportements violents? Oui, moi c'est vraiment mon idée, c'est que la baisse de l'instruction engendre de la violence. C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur la thématique du harcèlement. À partir du moment où on a des élèves qui sont incultes, qui ne maîtrisent pas bien le langage. On voit très bien, par exemple, comment l'absence de maîtrise du langage engendre de l'agressivité permanente. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les élèves fonctionnent avec très peu de mots de vocabulaire. Ils utilisent constamment des béquilles de langage comme « wallah », sorti du charmant « fils de pute »,« wesh », etc. Donc tout ça, c'est un langage extrêmement agressif qui vient ponctuer constamment leurs phrases, où par ailleurs, il y a très peu de vocabulaire. Donc ce qu'on voit, c'est que ça crée un climat d'agressivité verbale permanent. Et en plus, ça crée des malentendus entre eux. Moi, j'ai déjà vu deux jeunes se mettre à se disputer à la suite d'une conversation sur un match de foot. En fait, ils disaient la même chose, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Ils parlaient tellement mal et se comprenaient tellement mal qu'il finit par y avoir un problème de communication. Ils avaient eu la même impression sur ce match. Et ils ont fini, ça aurait pu en venir aux mains, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient le même avis.
Et ça, j'ai trouvé ça mais extrêmement caractéristique de voilà, cette espèce de violence qui va remplacer en fait un langage déficient et qui devient le seul moyen d'expression, le seul mode de jeu. Et c'est ce qu'on observe dans les établissements scolaires. Comme ils ne peuvent pas discuter vraiment de choses, de centres d'intérêt, eh bien, ils en viennent très facilement à des jeux brutaux. Et bon, mais ça va bien au-delà de, oui, des garçons qui se bagarrent dans la cour de récré, telle qu'on a pu connaître de toute éternité. C'est vraiment une violence comme mode d'expression, comme seul mode de jeu, et qui n'est plus perçue comme de la violence plus consciente. Est-ce que ça touche tous les élèves, quelle que soit la catégorie sociale à laquelle ils appartiennent? Non, 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 parce que on a quand même, voilà, c'est plus accentué dans certains établissements et auprès de certains types de publics. Et mais ensuite, voilà, ça se répand, ça se généralise, c'est-à-dire que même des élèves qui seraient parfaitement sages dans un autre contexte vont finir par se céder à ce climat, comme c'est la seule manière de jouer et de s'amuser, qui peuvent entrer là-dedans finalement assez facilement finalement. Pour ne pas finalement être écarté du groupe ou sortir. Oui, oui, oui aussi, parce qu'un élève trop sage, c'est ça moi qui me fend le cœur aussi de plus en plus, c'est qu'en fait l'élève qui ne demande qu'à travailler en classe et qui se comporte correctement, il est de plus en plus stigmatisé, parce que quand on parle de harcèlement aussi, il faut voir quel profil d'élève est harcelé, par qui. Moi je vois dans mes classes les élèves sérieux, sages, s'effacer en fait. Cesser d'exister. Alors non seulement on ne vénère plus le premier de la classe, etc., ça s'est terminé depuis longtemps, non seulement il n'est pratiquement pas récompensé par rapport aux autres, puisque les autres par ailleurs ne sont pas sanctionnés, mais en plus, voilà, ils finissent par ne plus oser exister. Ça, je l'observe très clairement. Par avoir honte de savoir des choses, par se faire parfois plus bêtes qu'ils ne sont. J'ai vu ça aussi. Et sur cette question des sanctions, hein, vous dites que finalement, bon, déjà c'est particulièrement difficile d'en prendre, que le fait de prendre des sanctions peut même parfois se retourner contre le professeur, et que quand elles sont prises, en fait, elles n'ont quasiment aucune incidence sur le parcours scolaire de l'élève par la suite. Toute l'échelle de sanctions est détruite, hein, de la principale à la dernière. Alors je pense que le plus terrible, c'est effectivement qu'on ne fait pratiquement pas de conseils de discipline. Ce sont les conseils de discipline qui permettent d'exclure un élève. Il y a une pression énorme qui est mise sur les chefs d'établissement pour qu'ils en fassent le moins possible, avec une politique du chiffre, une politique de la statistique positive, c'est-à-dire qu'on fait comme si un établissement où il y a beaucoup de conseils de discipline, c'est un établissement mal géré parce qu'il y a des problèmes. Alors c'est l'inverse. Faire des conseils de discipline, c'est la preuve qu'on veut traiter le problème. Donc voilà, pression mise sur les chefs d'établissement. De toute façon, dans le cas voilà, le plus extrême, quand il y a une exclusion d'élèves, il est toujours replacé dans un autre établissement. On a comme ça des polis exclus qui ont fait 4, 5, 6 établissements. Donc ils ne sont jamais réellement sortis du système scolaire. Alors que là, pour être exclu 4-5 fois, il faut être à un niveau de violence. Vous n'avez rien à faire dans l'école, c'est clair et net, hein. Là, on est avec des élèves qui sont des repris de justice aussi très souvent, hein, qui ont affaire régulièrement à la police. Qui sont voilà, à un niveau de violence, c'est effrayant de penser qu'ils peuvent atterrir dans la classe de n'importe quel bambin de la classe moyenne, puisque à force d'être exclus aussi d'établissement en établissement, ils finissent par arriver dans des établissements qui sont hors de leur champ social, en quelque sorte. Donc moi j'en ai vu, hein, je raconte dans le livre, un petit dealer qui atterrit, qui est placé en fait dans ma classe sur décision de justice dans un établissement de la vallée de Chevreuse avec les enfants des ingénieurs du plateau de Saclay, et qui s'est mis à trafiquer dans l'établissement, qu'on a soupçonné de venir avec une arme blanche. La présence d'armes blanches dans les sacs est un phénomène important maintenant. Alors comme il n'y a pas de contrôle à l'entrée, c'est difficile d'évaluer, mais c'est certain qu'il y en a. Voilà.
Et sur ce que vous disiez sur les chefs d'établissement, c'est-à-dire que en fait, pour leur avancement, leur progression de carrière, ils n'ont pas intérêt à justement avoir des conseils de discipline, hein, ça joue en leur défaveur. Oui, tout à fait. Ça joue en leur défaveur et le résultat de ça, c'est qu'ils font retomber, parce que quand un système va mal, chacun se renvoie la balle et donc là, les chefs d'établissement font retomber le problème sur les professeurs. Comme eux ne peuvent pas exclure, eh bien nous, il faut qu'on se débrouille en classe avec des cas impossibles. Donc avec des élèves qui auraient dû être réorientés par exemple en SECPAT et qui sont des sections spéciales pour élèves en très très grande difficulté. Donc par exemple, un cas typique, vous avez des blocages à ce niveau-là parce qu'on demande l'avis aux parents en fait. Il faut l'accord des parents pour être orienté en SECPAT. Donc le parent refuse, l'enfant qui n'a pas les acquis de l'école primaire va rester jusqu'à la fin de la 3e et n'a d'autre possibilité que de chahuter en classe puisqu'il ne peut suivre aucun enseignement. Je parle vraiment d'élèves qui ont 4, 5, 6 années de retard scolaire, qui n'ont vraiment aucun acquis. Moi, en français, voilà, en 4e, je suis censée étudier, mettons, une pièce comme le Cid de Corneille, et je vais avoir dans ma classe un élève qui ne comprend pas un mot comme acquérir. Récemment, j'ai eu à pas lire aussi. Des élèves qui ne savaient pas ce que ça voulait dire, ou un élève qui a vu le mot vaincre dans un texte et qui m'a dit mais ça n'existe pas ça. Donc pour vous situer le niveau de vocabulaire aussi. Et donc les chefs d'établissement ayant eux-mêmes une pression sur eux, ils la mettent sur nous pour que nous, on se débrouille en fait en classe avec ces élèves-là, qu'on ne pratique pas d'exclusion de classe. On est assez stigmatisé si on le fait trop. Dans certains établissements, vous avez même le chef d'établissement qui nous ramène de force l'élève en classe. Vous avez fait une exclusion et on vous ramène l'élève. Donc ça, c'est une humiliation totale devant les élèves pour le professeur. Dans beaucoup d'établissements, je le raconte dans le livre, il n'y a quasiment plus la possibilité de mettre des heures de colle. C'est rendu impossible par le fait qu'on ne met plus de salle de permanence. Que là aussi, on nous dit qu'il vaut mieux les organiser entre nous. Vous prenez l'élève en plus dans votre classe sur une autre heure. Donc voilà. Et quel regard vous portez sur les similitudes éventuelles entre la situation de l'école que vous décrivez, hein, donc cette banalisation de la violence, l'impunité pour les élèves qui perturbent les cours ou qui ont des comportements violents, culture de l'excuse et de la victimisation, refus d'appliquer les solutions qui permettraient de résoudre les problèmes, et finalement l'état dans lequel se trouve notre société. Est-ce que cette crise du système scolaire français est le reflet ou le symptôme d'une crise plus profonde et puis plus globale? Oui, bien sûr. Il y a des parallèles constants qui peuvent être faits entre le système éducatif et par exemple notre système judiciaire, et même parfois sur des points très précis parce qu'on a supprimé la double peine dans le système judiciaire, et il y a un peu la même chose dans le système éducatif. Par exemple, si vous avez exclu un élève de cours parce qu'il vous a, je ne sais pas, insulté, et qu'ensuite vous allez réclamer une sanction au chef d'établissement pour ça, il va vous expliquer que ce serait de la double sanction. Donc là, comme vous avez déjà exclu l'élève, lui ne peut plus rien faire. Donc toujours des excuses pour ne pas sanctionner en fait, parce qu'une exclusion de cours, ça ne pénalise en rien l'élève. Donc voilà. Et ensuite, ce qui est terrible, c'est que non seulement il y a des parallèles à faire, mais en plus, l'éducation nationale est en partie responsable de l'état de la société. Alors à la fois, il y a une idéologie dans la société qui pèse sur le système scolaire. Voilà, ce progressisme, cette démagogie, ce laxisme, il vient de la société en général et on en paye le prix dans l'éducation nationale, c'est certain. Mais il y a aussi le fait que notre système scolaire produit une jeunesse. On le voit en ce moment avec l'actualité récente et les émeutes qui ont lieu. Ce niveau de violence, il est possible parce qu'on a des jeunes qui sont habitués, qui ont appris l'impunité à l'école en fait. L'éducation nationale, c'est une école de l'impunité. D'ailleurs, ce qui est frappant dans ces émeutes, c'est que la majorité des émeutiers ont entre 14 et 18 ans, donc ils sont en âge scolaire en fait. Donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Déjà de se dire, ces gens-là qui sont à ce niveau de violence sont dans notre système scolaire par ailleurs, pour la plupart.
Donc c'est très inquiétant, c'est inquiétant pour nos enfants. C'est inquiétant que des jeunes capables d'un tel niveau de violence soient par ailleurs dans le système scolaire. Et ensuite, ce qu'on voit aussi, c'est que voilà, ils sont aussi le produit de ce système scolaire où la violence se répand en toute impunité. Et que si l'école n'apprend pas aussi à mettre des limites, ne met pas des sanctions, si on est toujours à leur dire attention, attention, à avertir comme on le fait, mais parce que par exemple en conseil de classe on met des avertissements, mais qui n'ont d'autre fonction que d'avertir puisqu'il ne se passe jamais rien après. Alors qu'il y a des établissements privés où au bout de 2 avertissements vous êtes exclu de l'établissement. Dans l'éducation nationale, vous pouvez être averti qu'un fois. De toute façon, on met bien l'avertissement sur un papier, ça n'apparaît pas sur le bulletin, c'est sur un papier séparé pour qu'on puisse le sortir du dossier scolaire au bout d'1 an. Donc voilà, l'avertissement qui n'avertit de rien et de toute façon, il disparaît pudiquement au bout d'1 an du dossier scolaire. Donc voilà, on leur apprend l'impunité, on leur apprend cette culture de la victimisation où rien n'est jamais de leur faute. Nous, c'est constamment en classe qu'on est confronté en fait à des jeunes. Le simple fait de reprendre un bavardage, vous allez vous opposer à un déni très violent, hein, j'ai rien fait, et ensuite potentiellement à de l'insolence, à de l'agressivité, c'est tous les jours dans les classes. Et évidemment ensuite, voilà, donc rien n'est jamais de leur faute, ils ne savent pas s'excuser quand ils font quelque chose de mal, il n'y a jamais de sanction qui tombe pour leur faire comprendre que voilà, ils ont fauté, et toute la société s'en ressent. Et en plus, avec le défaut d'instruction, le défaut de culture, on est en train de produire des masses de jeunes, comme je le dis depuis le départ, hein, violents, frustres, qui ne connaissent que la violence comme mode d'expression. C'est extrêmement inquiétant pour notre société tout entière. Et vous parlez aussi de la responsabilité des professeurs dans cette situation, hein, dans votre livre. Vous écrivez que le corps enseignant, à bien des égards, est lui-même responsable de son propre discrédit, que les professeurs œuvrent depuis des années à leur propre déclassement, et qu'ils sont aussi incapables de réclamer les solutions aux problèmes dont ils se plaignent pourtant chaque jour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le corps enseignant finalement est responsable de ce qui lui arrive? On a un corps enseignant, tout le monde le sait, qui est très majoritairement de gauche ou au moins progressiste idéologiquement, donc il a été complètement favorable à cette... je veux dire, le pédagogisme ne lui a pas été seulement imposé de haut par les inspecteurs et les formateurs. Énormément d'enseignants ont adhéré à cela. Ce qui a détruit leur propre autorité, puisque à partir du moment où on considère que l'élève apprend par lui-même, il n'a plus vraiment besoin du professeur. Par ailleurs, le refus de l'autorité, de la discipline, il est très courant chez un corps enseignant qui tient très souvent encore des discours anti-flics complètement primaires, puérils. Moi, ça me frappe, hein, alors qu'on est de la fonction publique et qu'on a une responsabilité auprès des jeunes qui est peut-être finalement similaire maintenant. Voilà, le corps enseignant, alors est-ce qu'il est vraiment bien représenté par ces syndicats? Toujours est-il que toutes les manifs de profs reviennent toujours à réclamer davantage de moyens selon cette logique matérialiste, de gauche qui veut qu'on va tout résoudre à coup de moyens et d'argent, alors qu'il y a aussi des problèmes d'orientation générale et d'idéologie. Donc vous n'aurez, je le dis dans le livre, vous n'aurez jamais une manif de profs pour réclamer de la sanction, de la discipline. C'est des termes qui sont jugés fascistes par une majorité de gens dans le corps enseignant, même si ensuite, et ça c'est l'incohérence totale de beaucoup de collègues, quand vous les entendez en salle des professeurs, ils ne font que se plaindre des conséquences de ça, ils réclament parfois des solutions assez dures, mais ensuite il y a un blocage idéologique, ça ne passe pas le stade, ça ne va pas jusqu'au discours politique ou jusqu'à la revendication syndicale. La revendication syndicale, elle en reste au niveau de réclamer toujours des moyens. Peut-être aussi un mot sur l'effondrement du niveau scolaire, qui n'est pas le cœur de votre livre, mais dont vous parlez quand même un peu. Vous écrivez donc que les élèves français deviennent de plus en plus nuls, et vous soulignez que nos grands-parents, parfois simples paysans, sortis de l'école à 12 ou 13 ans,
maîtriser la calligraphie, la grammaire, l'orthographe et le calcul bien mieux que bon nombre de bacheliers d'aujourd'hui. Que valent désormais les diplômes qui sont délivrés, que ce soit le brevet des collèges ou le baccalauréat? Et est-ce que les parents aussi des élèves ont conscience finalement de la dépréciation de ces diplômes? C'est une question compliquée parce que très souvent dans les médias, maintenant, on a des comparaisons avec le niveau des élèves dans les années 50, 60, au niveau du brevet par exemple. Donc les gens savent, mais je crois qu'ils ne se rendent pas compte à quel point c'est important. Moi, je les invite voilà, à demander aux jeunes de leur entourage de citer une grande bataille de Napoléon, de dire, notamment pour ceux qui font de l'espagnol, qui est l'auteur du Don Quichotte. C'est le genre de choses, je sais que dans la plupart de mes classes, les élèves ignorent totalement ce genre de points. La situation se dégrade très vite et les gens qui sont en âge d'être parents à l'heure actuelle ont le sentiment, enfin très souvent croient que le système scolaire est encore tel qu'il était quand eux y ont été. Donc avec bon, certains défauts déjà, hein, mais ils ne se rendent pas compte à quel point ça se dégrade vite. Il y a une conscience, de toute façon ce qui est certain c'est qu'il y a une perte de confiance dans le système scolaire, donc ça veut dire que les gens se sont quand même en partie rendus compte, puisqu'ils essaient de trouver des stratégies de fuite, de contournement systématiques, de manière parfois assez exaspérante, hein, parce que ce sont les mêmes qui vous prônent la mixité sociale et la diversité qui, dès qu'ils ont un enfant, se précipitent pour le mettre dans le privé, là où il n'y a aucune mixité. Il y a un mélange d'aveuglement, d'hypocrisie, de conscience, c'est très compliqué. Et est-ce que les élèves qui sont les plus brillants aujourd'hui pâtissent de cette chute du niveau scolaire? Par exemple, est-ce qu'il y a une différence significative entre un élève brillant, le niveau d'un élève brillant aujourd'hui et le niveau d'un élève aussi brillant il y a 20 ou... Ah, je pense. Excepté dans les quelques établissements refuges de l'élite, je pense que c'est même là peut-être le plus terrible, parce qu'entre un très mauvais d'aujourd'hui et un très mauvais d'avant, bon, alors même si on creuse le fond, hein, je pense que le plus terrible, c'est effectivement pour les bons élèves, parce qu'avec l'hétérogénéité qu'on connaît dans les classes, sachant qu'il n'y a plus aucune sorte de redoublement. Donc vous passez d'un niveau à l'autre sans avoir les acquis. C'est comme ça qu'on se retrouve dans les classes avec des élèves qui ont 4-5 années de retard scolaire. L'élève sérieux qui travaille, qui est bon, il perd son temps 3/4 du temps. Et ça, les gens n'en ont pas conscience. Par exemple, les parents d'élèves, quand ils viennent en conseil de classe, ils nous font le décompte des heures manquées qui n'ont pas été remplacées. C'est typique des objectifs comptables qu'on se fixe. D'ailleurs, le nouveau pacte qui a été proposé par le ministre pour l'Éducation nationale, sa première priorité, c'est de nous faire remplacer nos collègues au pied levé dans l'établissement, qu'il y ait un adulte devant les classes, qu'on puisse afficher des chiffres et dire les heures ont été remplacées. Voilà. Ça peut être le collègue d'EPS qui remplace le collègue de maths, comme dans le sketch des inconnus, mais l'heure a été remplacée. Donc on est content. Les parents ne se rendent pas compte que ça n'est absolument pas le problème. En fait, c'est une fatalité qu'il y ait de temps en temps un prof absent et quelques heures de perdu, ou que quand effectivement nous les enseignants on fait passer les examens en fin d'année, il y a des heures qui sautent, bien sûr. Le problème, c'est que sur 55 minutes de cours, quand il y a un quart d'heure, 20 minutes d'instruction réelle pour la classe, c'est déjà pas mal en fait. Parce que la perte de temps induite par les problèmes de discipline sans fin, par le premier quart d'heure où vous avez des élèves qui arrivent au compte-gouttes, les uns après les autres, en retard, certains arrivant sans un stylo pour écrire. Vous imaginez la mise au travail, le temps qu'elle prend. Et ensuite, on est tout le temps ralenti parce que le prof, moi, dans certaines de mes classes, j'ai des élèves, je dois m'interrompre pour leur faire une remarque toutes les minutes. Donc il est là le temps perdu, il est là le problème. Et c'est des élèves qui n'ont rien à faire dans les classes, qui ne relèvent plus du système scolaire et qui sont là. Et donc voilà, par-delà les problèmes de discipline, de toute façon l'absence de redoublement, d'exigence, fait que l'élève qui est bon, lui, perd son temps à un point, c'est faramineux. Par exemple, en français, on fait des exercices de grammaire. L'élève bon, en 1 heure, fait la vingtaine d'exercices que contient la page du manuel. Pendant ce temps, vous en avez qui sont toujours à l'exercice 3.
Il est à ce point-là le niveau d'écart, d'hétérogénéité au sein des classes. Donc nous, on ne fait pas cours à la vitesse des plus faibles, qui eux sont perdus, hein, on ne peut pas faire cours pour eux. On fait cours pour le gros du milieu. Ce qui fait que voilà, l'élève qui pourrait aller très vite, il attend beaucoup. Pourtant, vous dites aussi que l'éducation nationale attendrait de chaque professeur qu'il fasse une pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'il s'adapte à presque chaque élève sur les 30 de sa classe. C'est ça c'est la réponse officielle de l'institution. On a créé une hétérogénéité qui est pratiquement ingérable et qu'est-ce qu'on invente? On invente la pédagogie différenciée, c'est-à-dire qu'on demande aux professeurs d'enseigner à plusieurs niveaux en même temps au sein de sa classe. Ce qui est impossible dans les conditions actuelles, puisque bon, on m'a déjà rétorqué « Ah oui, mais même autrefois, dans certains établissements de campagne, dans les primaires, il y avait plusieurs niveaux regroupés, mais ça ne tient pas compte d'un niveau d'indiscipline aujourd'hui qui fait… » Et puis, je vous ai parlé de l'absence d'autonomie des élèves. Ils sont tellement immatures et peu autonomes que vous ne pouvez pas laisser un groupe travailler pendant que vous vous occupez d'un autre dans les classes actuelles. Ce serait un bazar innommable. Donc voilà, c'est impraticable. En plus, là, l'hétérogénéité est telle qu'il faudrait, je ne sais pas, se diviser en 3 ou 4 pour une même classe. Donc ça n'est pas possible. Mais c'est ce qu'on invente pour éviter, là aussi, une chose qui est taboue et qui ferait frémir d'horreur beaucoup de collègues, à savoir les classes de niveau. Les classes de niveau un peu sélectives, ça c'est terrible parce que soi-disant ça va tirer les élèves mauvais vers le bas. Ce qui est faux parce que c'est beaucoup moins humiliant de se trouver à travailler à son rythme au sein d'une classe à peu près de son niveau que d'être toujours le dernier au milieu d'élèves qui réussissent beaucoup mieux que vous. Donc moi je pense que c'est le système actuel du collège unique totalement hétérogène qui tire tout le monde vers le bas, les bons et les mauvais, de toute façon. Donc il faut absolument remettre des classes de niveau, ça c'est essentiel. Et puis vous parlez aussi du mépris envers les filières technologiques, à la fois de la part des parents ou des élèves. Ça c'est terrible, c'est le système dans son entier qui a méprisé toutes ces formations parce qu'on a été un peu dans le dogme du tout tertiaire et dans l'idée que chacun avait droit à un enseignement général, ce qui est vrai, c'est un droit pour chacun d'y avoir accès, mais s'il en a les possibilités en fait. Il y a un moment, ça ne sert à rien, si vous ne comprenez rien, de poursuivre jusqu'au bac et jusqu'à la licence et d'obtenir une licence qui ne vaudra rien ou de faire partie, quand même il faut se rendre compte, c'est qu'on donne le bac à tout le monde puisque l'examen est complètement déprécié. Mais à côté de ça, vous avez un taux d'échec de plus de 50% en licence. Donc là, l'écrémage est fatal. Il aurait bien mieux valu pour beaucoup de ces élèves qu'ils soient orientés bien plus tôt vers quelque chose qui leur correspond. Et ça n'est pas du mépris, ça n'est pas les exclure, au contraire. Moi, je pense que cet enseignement très généraliste, très théorique jusqu'à 17-18 ans, c'est vraiment une souffrance qu'on inflige à beaucoup d'enfants. C'est-à-dire que voilà, moi j'enseigne le français, je me rends bien compte que tout le monde ne peut pas être intéressé jusqu'à ses 17-18 ans par le fait de chercher des métaphores dans un texte. Ça ne peut pas intéresser tout le monde et ça n'est pas une honte de ne pas être intéressé par ça en fait. De vouloir faire quelque chose de concret, de pratique, de gagner sa vie. On a stigmatisé ça en fait. Et je pense qu'il faut remettre des paliers d'orientation vers le technique, vers le professionnel, beaucoup plus tôt que ce qu'on fait actuellement pour les enfants qui n'ont pas envie de rester 6 à 7 heures par jour assis sur une chaise à faire des contenus purement théoriques. Mais ensuite, pour que ça marche, il faut aussi remettre de la discipline et exclure réellement du système scolaire les élèves violents. Parce que ce qu'on fait actuellement, c'est que ces élèves qui posent problème, on les met dans les filières techniques et professionnelles. Par mépris pour ces filières, justement. Et qui sont ensuite d'autant plus méprisés, c'est un cercle vicieux, puisque comme c'est par exemple dans les lycées professionnels qu'il y a le plus de violence, le plus de problèmes, forcément les parents n'ont pas envie d'y mettre leur enfant. Donc il faut qu'un enfant qui a un projet professionnel, qui est sérieux, puisse suivre sa scolarité paisiblement dans ces établissements-là, sans être mélangé avec tous les élèves violents qu'on y envoie. Alors à la fin de votre livre, vous rapportez tout de même 2 anecdotes positives.
Alors, des moments de grâce dont vous dites qu'ils sont toutefois aussi rares que fugaces, est-ce que ces moments privilégiés sont suffisants pour garder la foi dans votre métier, continuer à y croire et à exercer votre mission malgré toutes les difficultés que vous décrivez? En fait, ce qui est compliqué, c'est que la foi dans le métier d'enseignant, je l'ai, ça n'est pas le problème. Je pense que c'est un métier magnifique. Le fait de transmettre, d'instruire, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment à la base du fonctionnement de l'humanité. En fait, c'est ce que fait un parent avec son enfant, c'est ce qu'on fait tous, on transmet à la génération suivante. C'est extrêmement naturel et beau. Et quand on arrive à créer cette situation de transmission dans les classes, il y a effectivement ces instants rares et fugaces, mais qui sont très beaux. Surtout moi, j'enseigne la littérature, donc on peut quand même atteindre certaines émotions chez les élèves et parfois partager quelque chose avec eux, quelque chose d'émouvant, de touchant. Mais ensuite, le problème, c'est effectivement les conditions dans lesquelles on exerce ce métier qui rendent de plus en plus impossible la transmission et ce genre de moments. Donc, oui, j'ai foi dans le métier en général, mais dans le système actuel, par contre, là, c'est assez désespérant parce que, justement, ce beau métier de professeur, ce beau métier d'enseignant, on ne peut plus, en fait, l'exercer à l'heure actuelle dans l'éducation nationale, pratiquement plus. Et est-ce que c'est aussi d'ailleurs une des raisons pour lesquelles l'éducation nationale a du mal à recruter? Bien sûr, il y a une désaffection et qui s'exprime de plus en plus parce que très longtemps, on a tout résumé à la question du salaire qui est insuffisant, certes, mais de plus en plus de personnes qui démissionnent par exemple en tout début de carrière ou qui n'ont pas envie de se tourner vers ce métier expliquent que c'est la réalité des difficultés pour enseigner dans les classes qui les détournent du métier. Je pense aujourd'hui que les gens qui démissionnent après leur année de stage ou après leur année de néo-titulaire, la première année, c'est essentiellement à cause des problèmes insurmontables de discipline qu'ils ont rencontrés dans les classes, bien plus que pour la question du salaire. Évidemment, il faut nous augmenter parce qu'on est très mal payé, c'est terrible et ça ne rend pas le métier attractif. Mais bon, vous pouvez augmenter les salaires tant que le métier est dégradé à ce point et qu'il n'a plus son sens. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un professeur qui ne peut pas enseigner, qui ne peut pas transmettre le savoir? Quand votre métier perd complètement de son sens, vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez pas avoir envie de poursuivre. Certains de vos collègues ont expliqué que nous dirigeons lentement mais sûrement vers une forme d'apocalypse scolaire. Peut-être pour conclure, est-ce que vous pensez que cette apocalypse peut encore être évitée? Et si oui, de quelle manière? Alors moi, j'espère qu'elle peut être évitée, hein, sinon je ne serai pas là. Donc je pense qu'il faut maintenant de la franchise, du courage politique, il faut dire les choses. Il faut que le message passe auprès des parents, qu'ils aient conscience de ce qui se passe et qu'ils n'hésitent pas à faire savoir leurs désaccords, notamment sur les questions idéologiques dans l'école. Il faudrait malheureusement un courage politique dont nos élites semblent peu capables à l'heure actuelle, parce qu'il faut vraiment renverser tout le système. Et ça sera assez violent forcément, parce que notamment par exemple si vous remettez une sélection réelle au niveau du brevet ou du bac, il va falloir que les parents entendent que pour que le diplôme vaille quelque chose, il faut avoir la possibilité d'y échouer et que c'est peut-être leur enfant qui va échouer. Il va falloir accepter ça, c'est ce que je dis à la fin du livre. En même temps, il faut comprendre qu'un examen qu'on donne à tout le monde ne vaut rien. Et que voilà, cette sélection, elle sera peut-être difficile. Il va y avoir une opposition du corps enseignant et des syndicats, c'est quasiment certain. Si vous remettez de la sanction, de la sélection, il y aura des manifs et des grèves de profs à cause de cette idéologie qui est régnante dans le système. Donc ce sera certainement difficile, mais il faut absolument que les gens comprennent que maintenant c'est nécessaire. Sinon, on aura vraiment un système public globalement coulé, avec un enseignement à deux vitesses, voilà, très faible pour les enfants issus de milieux sociaux défavorisés, majoritairement les enfants issus de l'immigration. Ensuite, une classe moyenne qui bénéficiera d'un enseignement extrêmement dégradé et quelques petits refuges pour l'élite.
Mais c'est toute la société qui va en pâtir, même l'élite qui peut encore trouver un refuge pour ses enfants devrait comprendre qu'une société où il n'y a plus d'instruction va devenir une société violente où tout le monde va en pâtir. Même si vous arrivez à cacher votre enfant dans un établissement privilégié, ensuite dans sa vie, dans la rue, il va se confronter à une forme d'inculture et qui génère de la violence. Personne ne peut souhaiter ça maintenant pour l'avenir de la société. Merci beaucoup pour votre éclairage, Eva Galland. Merci pour l'invitation.